Vendredi 11 décembre, donc nous approchons de la fin de l'année, nous allons pouvoir nous diriger vers un bilan annuel qu'on fera sans doute la semaine prochaine, avant une petite pause, et pour présenter des conclusions pour 2016 à partir de janvier. À ce titre-là, je vous rappelle, ou je vous indique, pour ceux qui ne l'auraient pas vu l'émission de la semaine dernière, que le 22 janvier, vous êtes conviés pour venir en direct suivre cette émission, sa préparation, de venir à 11 h au siège de Décideur Télévision, qui est dans le quartier de la Bourse. Vous pouvez vous inscrire sur le site. Donc, cette semaine, j'ai à mes côtés Agnès Delors. Bonjour, Hubert. Bonjour Agnès, notre gérante. Et Paul Schworer, je vais dire notre stratège. Bonjour. Nous commençons avec les tendances. Bon, la tendance, elle n'est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile. Le CAC 40 a perdu plus de 300 points en 5 ou 6 séances. Vraiment, les remous provoqués la semaine dernière par la réunion de la BCE, où il ne s'est pas passé finalement grand-chose, se sont développés chaque jour. Hein. Chaque jour, oui, le marché s'érode tous les jours, tout doucement. Est-ce que ce sont les gérants qui veulent capter leur performance de fin d'année? Donc voilà, et surtout, ça s'érode quand même avec du volume. Donc voilà, après... Ça s'érode et... Touche ne tombait pas, mais tout s'était touché. Hein. Il n'y a pas de poche. On va regarder les variations sur la semaine. Il n'y a pas de poche vraiment de grosse résistance. Non, la seule chose que je regarde, qui ne font sûrement pas partie des plus fortes hausses du CAC ou des plus fortes baisses, c'est que tous les jours dans les fortes hausses, on se rend compte que ce n'est pas des grosses valeurs. Ce n'est pas les grosses valeurs du CAC, donc il n'y a pas d'acheteurs indiciels actuellement. Voilà. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, compte tenu de la manière on s'était sorti de la gestion indicielle très progressivement. Exactement. Les dernières semaines. Donc, d'ailleurs, on le voit déjà que la performance d'Interaction qui est négative est meilleure que celle du CAC 40, où il y a eu un peu d'actualité. Bouygues qui monte suite à des rumeurs de rapprochement avec Orange, des choses de ce genre, mais pas de vrai point d'appui, ni dans les défensives, ni dans les offensives. Non, on a vu cette semaine un peu le secteur, je dirais, des parapétrolières qui est reparti un peu à la hausse. Donc, je pense que c'est surtout des rachats de short un peu sur le marché. Donc, voilà, c'est des allègements de position, des rachats de short. Oui, on ajuste. Même si le CAC 40 est revenu à une hausse de 7,5% avant dividende, donc un peu de 10% après, les gérants ont quand même tendance à ajuster leur position en disant ce que je peux préserver, je le préserve. Exactement. Ce qui n'est pas le cas d'Interaction puisqu'on est à fond investi. Oui, on a encore quelques liquidités puisque la semaine dernière, on avait un objectif de baisse à 4650 et on a commencé à chercher d'autres nouvelles idées. Voilà, après le prochain objectif d'ici la Fed, on peut très bien aller chercher... Donc la Fed, c'est le 16 décembre. Exact. Vous avez fait ma transition, justement. Voilà. C'est le titre de cette émission. Après la BCE, après la Banque du Japon, après la Banque d'Angleterre, la BCE a déçu, oui, on va dire a déçu. Non, la communication de la BCE est mal passée sur les marchés. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas bien compris quand même, c'est la BCE dit « mes mesures marchent ». Du coup, ça marche bien, du coup, je continue. Alors, on ne comprend pas. Si ça marche, ça marche. Et notamment, le fameux prolongement de 6 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la BCE avait dit, j'injecte des liquidités, 60 milliards par mois, jusqu'au moment où ça ira mieux. Et maintenant, je les injecte 6 mois de plus, mais jusqu'à ce que ça aille mieux. Alors, on n'a pas bien compris. Quelque part, ils nous ont dit qu'ils seraient là durablement. Et c'est un écho quand même à ce qui avait été dit précédemment. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher l'appréciation de l'euro contre le dollar. Voilà. Ça n'a pas très bien marché puisque effectivement, Monsieur Draghi est rentré dans la salle, l'euro valait 1,05 $, il en est sorti, il valait 1,10 $. J'ai un peu... C'est exact, mais on était à 1,18 quand il a parlé. Voilà. Oui, donc finalement, de 1,18 à 1,05, c'était quand même assez brutal. Revenir à 1,10, c'est pas totalement... Alors, rendez-vous le 16 décembre, c'est la semaine prochaine, avec la conférence de presse de Madame Yellen, la patronne de la Réserve fédérale. Voilà, avec une attente qui est claire. Tout le monde se dit, elle va monter ses taux. Enfin, 8 ans, presque 8 ans de taux zéro. Presque 8 ans de taux zéro, et surtout, Monsieur Bernanke, en mai 2013, avait dit « Je commence à arrêter le quantitative easing ». Ce qui a mis un certain temps... Ce qui veut dire qu'on n'augmentait pas la taille du bilan, mais on ne le diminuait pas non plus. Tout à fait, tout à fait. Et ça veut dire aussi que finalement, on a eu, par touches successives, des retraits, enfin des réductions des injections
ce qui était déjà une action. Et puis on a arrêté il y a un an, un peu plus Voilà. d'un an. On a arrêté il y a un peu plus d'un an et tout le monde au début de l'année 2015, se disait on va monter les taux et ça veut dire comme d'habitude 300 points de base en 18 mois. Et puis on a eu une année pour découvrir que finalement ça ne serait pas 300 points de base et ça ne serait pas. Donc il serait très surprenant qu'on n'ait pas 0,25 la semaine prochaine. On aura 0,25, il serait presque difficile. Et ça annonce 1,5 dans l'année ou ça annonce pas 1,5 dans l'année? Le sujet qui va être très important, c'est finalement quelles vont être les dots, c'est-à-dire les anticipations des acteurs sur l'année et à 2 ans. Et je pense que là aussi, on va avoir des surprises, c'est que peut-être que le rythme nous apparaîtra finalement encore plus lent que celui qui était annoncé en mois de septembre, qui était déjà beaucoup plus lent que celui du mois de juin ou du mois de mars ou encore. Parce que maintenant, la mode, c'est de parler de taux réel naturel. Et on dit le taux réel naturel, il est à 0, grosso modo. Oui. C'est la mode du moment. Donc, en tout cas, on ne va pas vers un durcissement colossal de la... Non. Alors, quand on a posé la question avant de la nouvelle, est-ce qu'on peut craindre que le dollar continue à baisser finalement suite à la BCE à partir du 16, et ce qui serait très mauvais, on y reviendra sur les bourses européennes, notamment pour le CAC 40. J'ai tendance à penser qu'on a fait l'accident sur le dollar. On l'a fait avant. Avant. Et donc, que la vente de la nouvelle, c'est plutôt de se dire qu'on a une stabilisation ou voire même donc le indice, c'est un maximum, la parité de 1,10, 1,12, ça me semble être quelque chose sur lequel on devrait se stabiliser, voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on... Alors, dans le même temps, matière première, c'est à la mode. Hein. Ça, c'est à la mode négative, si j'ose dire, puisque le baril de Brent a cassé les $40. Et on dit, tout le monde dit qu'il y a un point de résistance technique à 36, mais on n'est plus très loin. Hein. Oui, en fait, je crois que c'est même le sujet majeur. Voilà. On a eu ce qu'on peut appeler une guerre des monnaies, puisqu'on a eu les Japonais qui ont commencé à dévaluer leur monnaie, à la laisser baisser face au dollar pour exporter leur déflation. Ça a été le premier cercle. Alors, vous nous apporté un graphe qui illustre... cette affaire-là? Oui, alors en fait, aujourd'hui, on est face à la prise de conscience qu'il s'est passé quelque chose sur les matières premières. Ça, et alors, pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'on parle d'un cycle de l'énergie pas chère et des matières premières pas chères après un cycle du travail pas cher. Mais on est dans une situation... C'est même un des thèmes structurants du portefeuille. Tout à fait. On est quand même dans une situation où, si on regarde dans le rétroviseur, et vous le voyez à travers ce graphe, on a eu finalement un éclatement d'une bulle au moment de la crise des subprimes. Oui, vite corrigé, quoi vite? Relativement vite corrigé. On est revenu dans les niveaux d'avant le dernier seuil de la bulle. Et entre 2011 et 2012, on a eu un premier mouvement de baisse. Stabilisation. Une stabilisation et à nouveau un mouvement de baisse. Cette année, donc avec les fameux 50% qui a perdu le pétrole en un an. Là, je vous ai amené l'indice CRB, c'est-à-dire c'est un indice qui est coté depuis très longtemps à Chicago, qui est à la fois un tiers matières premières énergétiques, un tiers matières premières agricoles, un tiers matières premières industrielles, en très grands chiffres. Si vous nous aviez amené le graphe du pétrole, il ressemblerait aussi à ça, on va dire. Oui, mais je pense que c'est important de voir que c'est plus général. C'est l'ensemble des matières premières et c'est pas seulement que l'énergie. Et on a une baisse de 66%. Donc c'est considérable. Elle est déjà faite. On n'est pas au devant de cette baisse-là. Donc le fait que la Chine, la croissance chinoise inquiète, que le commerce mondial soit révisé nettement à la baisse, la croissance aussi d'ailleurs, mondiale, c'est déjà dans les cours pour vous. Il y en a une bonne partie qui est dans les cours. En fait, cette opposition entre sunnites et chiites qui a généré finalement l'éclatement de l'OPEP et la fin des cartels de matières premières dans lesquels on vit depuis 1970, c'est une réalité qui est déjà opérante. Oui, mais il y a des effets d'emballement avec les pays qui, devant cette baisse de leur rentrée de rente, on va dire, sont obligés d'augmenter leur production. La Russie, le Venezuela, le Nigeria, tout ce que vous voulez, l'Algérie. Tout à fait. Et c'est même la peur. Ouais. Alors, justement, je vous ai quand on regarde ce graphe, on se dit, si on enlève la tendance qui est pré-bulle, enfin pré-mouvement des matières premières... C'est-à-dire, on peut casser cette tendance longue que vous avez, qui est
avec le trait rouge, mais pas beaucoup. C'est ça votre opinion? C'est ça notre opinion, mais ceci étant, quand on discute les uns avec les autres et quand on écoute un petit peu ce qui se dit, tout le monde dit mais il ne faut surtout pas arrêter un couteau qui tombe. Exactement. Et donc ça va aller plus bas. C'est les $20 sur le pétrole. Donc vous avez un graphe qui est plus amusant puisqu'il pose une question. Voilà, j'ai voulu vous provoquer un peu tous et puis vous proposer de regarder ce graphe-là. Donc en fait, c'est le même mais à l'envers. Oui. Parfaitement inversé, et vous posez la question, est-ce que vous achetez cette valeur? Donc acheter cette valeur, ça veut dire, est-ce que je pense, moi, qu'on va aller plus haut, c'est-à-dire plus bas moi, j'ai tendance à dire non. Voilà. J'ai pas envie d'acheter cette valeur, on voit bien qu'il y a une tendance longue, que beaucoup a été fait, etc. Agnès? Moi non plus, je n'ai pas envie d'acheter cette valeur-là, parce que je pense qu'il y a encore... dans un sens, on a bien rebondi et surtout, je pense qu'on peut très bien, et notamment en mettant le graphique à l'envers, le chaos n'est peut-être pas terminé encore parce qu'on est sur un problème de croissance mondiale qui est en pleine saturation, donc, et notamment avec le ralentissement des pays le émergents. risque existe, mais il ne faut pas le surestimer, et c'est votre illustration suivante d'ailleurs. Voilà, il faut le considérer comme... Il y a un risque géopolitique majeur, mais finalement, dans la situation actuelle, qui est quand même très tendue, il a toutes les chances de ne pas se matérialiser. Il est géopolitique, parce qu'on a parlé de l'Iran, on peut parler de la Russie, etc. Mais il est aussi financier, parce que des pays comme le Brésil, dans une récession profonde, la Russie, tout à fait. Comme on le disait, ça crée un certain souk. On est d'accord. Et d'ailleurs, pour le mesurer de façon un peu rapide, je vous ai apporté un troisième graphe. Enfin, finalement, un pays producteur qui recevait 100 parce qu'il vendait sa production, s'il y a une baisse de 66%, il ne reçoit plus que 33. Donc, il y a un effet sur le PIB qui est quand même très considérable et ça peut modifier les équilibres. Si on prend un pays consommateur, et j'ai pris l'exemple de la Chine, qui a eu une production qui était à 50 en 2006, qui est passée à 100 en 2010 et qui est aujourd'hui à peu près à 125 quant à ses importations de matières premières, on se retrouve dans la situation où pour lui, le coût il a été réduit. Alors, il n'a pas été réduit de 66, puisqu'on a eu une progression à 125. Finalement, lui, ça lui coûte 45. Donc, on a 33 et 45. Donc, c'est cette transformation-là qui, je crois, est très difficile à appréhender et qui nous fait tous peur. Très rapidement, risque de revenus sur les pays producteurs, c'est-à-dire un risque de défaut. Ça veut dire du chaos social, ça veut dire la destruction de la consommation. Alors, il y a ceux qui ont pu dévaluer ont dévalué, mais ceux qui ne peuvent pas dévaluer, c'est terrible. Et oui, et même aujourd'hui, quand on voit l'analyse qui est faite sur le Brésil, certaines personnes craignent que la dévaluation ne suffise pas et que donc on aille vers le défaut et qu'on ait vraiment le chaos. Le choc social, oui, c'est ça. Voilà, le chaos. C'est ce qui fait peur et c'est logique. Alors maintenant, est-ce que les consommateurs sont tous au Brésil ? Je crois qu'il y en a plus en Chine. Donc ça peut équilibrer. Et même en Inde, qui est dans une situation qui est aussi gagnante. Et puis le pays consommateur, eh bien lui, justement, il a une baisse de son PNB, c'est certain. Il a une inflation qui est contenue, ce qui était un problème dans tous ces pays. Il a une augmentation des marges de ses entreprises. Ça lui permet d'augmenter les salaires. Ça lui permet d'augmenter la consommation. Et on a une montée en gamme. Donc il n'y a pas que le côté très négatif, il y a quand même le côté positif. Et je pense que c'est un équilibre entre ces deux. On a beaucoup pleuré qu'on était les perdants du début des années 2010. Et aujourd'hui, c'est nous les gagnants. Les Européens, les Américains. On a rééquilibré les termes de la croissance. Tout à fait. Et alors la question, c'est aujourd'hui, est-ce que effectivement le consommateur dans les pays qui sont très dynamiques en consommation, dans les pays émergents, sera au rendez-vous? À ce moment-là, si c'était le cas, le pire n'est pas certain. Nous allons appliquer ça tout à l'heure en parlant de la gestion, et nous passons au tableau de bord. Alors le tableau de bord, ce sont nos 12 indicateurs avec un qui bouge, qui est le stress de refinancement. On va les voir. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, qui passe au rouge. Donc ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un feu rouge. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un peu d'agitation quand même. Quand le marché perd 5 ou 6%, c'est normal qu'il y ait un peu de rouge. Je vous ai amené le graphe qui correspond, qui montre bien qu'il y a une tension sur cet indicateur, mais c'est le stress de refinancement. C'est pas totalement aberrant, il faut quand même reconnaître les choses. C'est qu'on va avoir un mouvement de hausse des taux de la Fed. On mesure ainsi la liquidité dollar.
le stress de refinancement en dollars, il est là. Donc, ça serait inquiétant qu'il ne soit pas là, parce que ça veut dire qu'on n'anticipe pas cette fameuse remontée des taux la semaine prochaine. Tout à fait. Donc, pour moi, ça reste quelque chose qui est naturel. Il est très en dessous du niveau neutre, hein, quand même, là. Oui, on arrive en fin d'année. Oui. On arrive à la veille d'une réunion de la Fed. Donc, je pense que cet indicateur est intéressant parce qu'il confirme une situation que le marché connaît. Et je pense qu'il n'est pas de nature... Il revient dans les zones qu'il avait l'année dernière à la même époque. Tout à fait. Avec la même réunion de la Réserve fédérale. Tout à fait. Donc, l'histoire peut être la même que celle de l'année dernière. C'est-à-dire une forte baisse des marchés, puis une hausse assez importante derrière. Hein. C'est ça qu'on a eu l'année dernière. Les modes de risque, nous restons en mode 3, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on aurait pu penser qu'avec toutes ces inquiétudes, on va voir la météo, on aurait pu aller plus bas, mais on est toujours en mode 3. Donc. Oui, on est toujours dans ce mode d'incertitude et de très forte volatilité. Qui ne nous empêche pas de rester investis, et nous allons le voir d'abord avec la performance. Alors, cette semaine, la performance d'interaction, donc on a baissé comme le marché, mais dans une moindre mesure. Donc on a perdu 1,28 contre 1,66. C'est d'abord le fait qu'on ait du cash et la décorrélation des indices. Hein, c'était ça. Complètement, puisqu'on est très sous-investi sur Total et on est et on n'a plus de Sanofi. Donc on fait 6% de plus que le CAC et 3% de plus que le CAC dividende réinvesti, grosso modo. Exactement. Pas loin, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc c'est dans nos objectifs. Alors on aurait préféré faire 3% de plus à 20. Oui, mais c'est comme ça. Mais oui, je dirais, soit on a de la couverture, je ne sais pas si on arriverait à faire mieux, je ne pense pas. On ne gagne pas à tous les coups, à ce jeu-là, c'est bien connu. Non. Alors on va regarder les contributions. Alors sur la semaine, donc dans les meilleures performances du fonds, on a notamment Rheinmetall, Chargeur notamment, Chargeur qui a fait une belle hausse donc dans un marché. Ça c'est vraiment du stock picking, comme on dit. Hein. Oui. Chargeur qui a monté de 1,80 donc sur un marché qui baisse, donc et du coup c'est surtout son amélioration du chiffre d'affaires et on voit que c'est une valorisation quand même tout à fait attractive et Chargeur fait un effort sur sa rentabilité. Donc ça c'est une très belle chose. On a BIC également, il ne faut pas l'oublier. Donc là on est vraiment sur les valeurs qui ne sont pas dans le CAC 40. Dans le CAC. Là on voit les comparaisons. Tout à fait, on fait notre performance notamment sur les valeurs, sur nos poids contrariants et en dehors des valeurs du CAC 40. Qui ne souffrent pas de cette fuite de Exactement. indices aussi, parce qu'il faut quand même. Donc le groupe BIC a annoncé notamment son accélération de son développement en Inde. Donc on joue sur les États-Unis et sur le dollar et on joue sur l'Inde. Exactement. Oui, tout à fait. Donc oui, parce qu'on espère que l'Inde va devenir un fort potentiel de croissance, malgré un PER qui est au-delà du CAC. Un BIC se paye 21 fois le CAC. Donc une valeur avec 0 dette. C'est très bien géré. Super. Ça, c'est vraiment le modèle de la gestion. Voilà. Patrimoniale. Et dans la belle, il ne faut pas oublier qu'on a eu Engie aussi. Donc, alors Engie, alors cette semaine, EDF et Engie montent, mais Engie, c'était un pari. Alors sur Engie, on peut s'arrêter une seconde, c'est de l'actualité. La rumeur a couru d'un spin-off, comme on dit, c'est-à-dire de la séparation des activités d'Electrabel, venues d'Electrabel, c'est-à-dire des activités de production d'électricité en Belgique. En Belgique, oui. Ça a soutenu les cours, en tout cas. Ça a soutenu les cours, et puis on ne sait pas, alors si le spin-off, on ne sait pas si ce sera par un échange d'actions, donc si c'est le cas, ça va être dilutif, donc on ne sait pas trop. Donc, mais ce qu'on voit, la prise de conscience du marché, c'est que Engie est en train de se restructurer. Donc, de céder notamment ses activités qui lui coûtent, donc sur du long terme, oui. et de capter de la croissance. Donc voilà, donc je pense qu'on est en train de, comme on disait, notre pari sur Engie, c'est la restructuration du groupe et sa nouvelle image pour les années d'ici 5 à 10 ans. Mais globalement sur le portefeuille... sur le portefeuille globalement, justement, parce que là on a les grands... Cette semaine, c'est le défensif qui a le moins sous-performé. En relatif de ce qu'on a dans le benchmark, c'est-à-dire qu'en fait notre sélection qui consiste à n'avoir que 18-26%
contre un indice qui, lui, en a 27,21, s'est révélé positif, enfin, satisfaisante et contributrice à la création puis, de valeur. Par ailleurs, dans la consommation cyclique, le fait de ne pas être sur des valeurs à fort taux de capitalisation, on cite toujours LVMH, bien sûr, ça nous abrite quand même de la performance. LVMH a bien baissé, Sanofi a perdu plus de 3%. Donc à la fois dans les défensives et dans la consommation cyclique, comme on l'appelle, on s'en tire bien. Oui, tout à fait. On a été un peu pénalisé, je dirais, sur notre gros poids, c'est le secteur des TMT. On a été un peu pénalisé par prise de bénéfices sur Infineon. Oui, mais le secteur des TNT, entre Orange et Bouygues, on n'est pas mal placé puisqu'on est sur les deux et que les discussions sont en tout cas peut-être pas créatrices de valeur, mais créatrices de valeur boursière. Oui, puis les financières, donc Score qui notamment a perdu 6,48. On va y revenir parce que Score, on peut le dire rapidement. Score donc est en négociation avec un confrère japonais pour qu'il rembourse son capital. Oui, qui a déjà 7% dans son capital. Déjà 7 qui devait doubler, qui se pose la question. Qui dit je double pas forcément tout de suite. Voilà, c'est une rumeur pour l'instant. Donc le fait qu'il n'achète pas, tout de suite, les gens se sont calmés. Oui, exactement. On aurait eu tendance à venir renforcer notre poids. C'est très gagnant. Nous passons à la gestion. Alors, on a parlé de la conjoncture, justement. Quand ça bouge comme ça, est-ce qu'on essaie de profiter du fait que ça valait 4009 et que ça vaut 4005, le CAC 40 et comment est-ce qu'on essaie d'en profiter? Alors, sur des très très beaux dossiers, on prend nos bénéfices. Donc on allège... Plutôt quand c'est à 4009 oui, mais sur la hausse du marché, on a eu des titres comme Rheinmetall qu'on continue de On va regarder les arbitrages, justement. Voilà. C'est une manière d'illustrer notre gestion. Oui, il y a eu un allègement de Total, Saint-Gobain, Vicat. Alors, on a... c'est pas tout à fait ce tableau. Non, c'est le tableau des arbitrages. Le voilà. Donc, par exemple, Infineon, sur lequel on était gagnant, on l'a un peu allégé. Eurotunnel, on a gagné beaucoup de trucs. Oui. Il faut le dire comme ça. Vous avez vu les chiffres d'Eurotunnel, quand même, ils ont cartonné dans leur trafic. Donc, la hausse de passage... C'est une boîte magnifique qu'on avait vendue à cause du risque Calais, du risque migrant. Donc, on a notamment... On a allégé Total, on a sorti Vicat. Là, c'était pas un pari gagnant. Non, ça a fait plutôt mieux que Lafarge, mais c'était quand même perdant. Donc on est sorti de cette histoire parce que je pense que à plus long terme, les cimentières, c'est compliqué. Voilà. Malgré son exposition sur l'Inde, je pense que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. On a renforcé Alten et Technicolor, toujours nos... Donc ça c'est bien parce qu'on fait des moyennes en hausse, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une bonne affaire et on se renforce dans la bonne affaire. Donc de toute manière, c'était nos paris. Et puis on s'est renforcé sur Renault. On avait dit qu'on montait jusqu'à 2%. Voilà. Donc on est remonté. Renault, c'est un pari. Donc la gestion, on l'a fait comme ça. Donc les arbitrages. Avec pas mal de stock picking. Voilà. Il y a pas mal de stock picking. On peut dire un mot de Wirecard qui a été rentré cette semaine. Oui. Alors, c'est un secteur particulier, le secteur des paiements électroniques. Alors c'est un secteur particulier. Dans lequel il y a des on connaît Ingenico et Gemalto. Donc, en France. On pense que le secteur des paiements, donc c'est la croissance de ce marché devrait atteindre plus de 10% en 2016, donc, et notamment surtout aux États-Unis, un potentiel de croissance aux États-Unis et dans les pays émergents. Donc Ingenico, c'est une très belle valeur, elle a des marges élevées, c'est une croissance de plus de 10%. Donc on a voulu chercher quand même une valeur qui a plus de décote. On se demande si Ingenico, c'est pas comme était Gemalto il y a 1 an et demi, c'est-à-dire on n'a pas un phénomène de consolidation devant nous. Oui, boursière, ce que je pense également, donc on a rentré cette société qui a notamment annoncé fin octobre une reprise de ses activités, notamment en rachetant une société indienne. Voilà, donc cette semaine, ça a été vraiment le parcours l'Inde qui a délivré. Donc c'est cette société indienne qui s'appelle Indian Retail Group, donc qui est spécialisée dans les systèmes de paiement électronique et qui est basée sur les transactions. Donc du coup, il faut juste rappeler que quand même sur le T2, Wirecard a délivré un très beau résultat, donc avec une hausse de ses ventes de plus de 27%.
il y a vraiment une solide croissance dans des volumes de paiement de plus de 30%. Donc, et puis, on joue l'internationalisation du développement. D'accord, et ça se paye cher? Non, ça ne se paye pas vraiment cher. Enfin, ça se paye. Oui, il y a quand même des Ça se paye ratios. 32% quand même. 32 fois. Ouais, 32 fois et en 2016, 24 fois. Mais pour le secteur, par rapport au secteur, non, ça ne se paye pas cher. Donc, potentiel pour vous? 17%. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Donc, on va regarder l'actualité. On va peut-être regarder le portefeuille pendant ce temps-là. Donc, du côté des analystes, pas mal de relèvements et d'abaissements. Hein. C'est pas violent. Hein. Du côté de nos valeurs, le grand, par exemple, a été relevé. On est content. Le Crédit Agricole, Renault, Big Score. Oui. Carrefour. Carrefour a été relevé aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, elle a été relevée, mais aussi il y a eu des notes, notamment parce qu'on rentre, notamment, comme on disait en début de l'émission, je pense, où les gérants prennent un peu leurs bénéfices. Donc, sur des perspectives, on dit que les perspectives d'amélioration des bénéfices sont dans les cours. Donc, elle a été un peu secouée. En revanche, notamment, nous, on est très on aime les biens de consommation dans le domaine de l'alimentaire, et notamment Unilever qui a fait une très belle performance cette semaine et qui fait son petit bonhomme de chemin, surtout parce qu'Unilever est en train notamment de bien capter et de bien se développer par ses marques dans l'hygiène, dans les produits d'hygiène, et c'est là où il y a de la marge. Il y a de la marge. Voilà. Donc, bien. Alors, dans les abaissements, il y a Sanofi que nous, on a pratiquement sorti. On l'a même totalement sorti. Ça a été, donc, c'était un achat, je sais que vous étiez réticente, moi aussi d'ailleurs, parce que c'était cher, parce que c'est Sanofi. C'était un achat relativement tactique, comme on dit, sur terrain indiciel. Donc, on l'a sorti. Donc là, Exxon, qui est un BNP Paribas, l'a abaissé et puis assez violemment. Moi, j'ai rencontré la société, et notamment, je pense le management a vraiment des objectifs en termes de vente sur leurs 6 produits phares un peu trop ambitieux de ma part. Donc, parce qu'ils ont un objectif entre 12 et 14 milliards sur leurs 6 produits phares avant 2025, et jusqu'à présent, ces 6 produits-là ne délivrent que 7 milliards. Donc voilà, et puis je pense que leur free cash flow va devenir négatif. Bon, il y a toujours le même problème, c'est la fin de la lentus, du produit vedette sur le diabète, et le relais n'est pas facile à trouver. Oui. Puis surtout, ils doivent augmenter leur investissement et se restructurer. Quand on vire le président, c'est souvent il y a des raisons, finalement, et c'est pas facile que le président, un an après, puisse annoncer que tout est réglé, surtout dans des affaires qui vont aussi. Oui, et puis ils doivent, donc ils ont annoncé qu'ils cédaient la partie animale, donc cette partie-là qui délivre pas mal. C'est très rentable. Voilà. Mais ils doivent acquérir, je pense ils sont à la recherche d'une nouvelle acquisition, mais à quel prix? Ils cherchent des molécules, ils servent de prix, puisque, bon. Alors, Bouygues Tel et TF1 qui vendent en Orange, vous y croyez? Je ne sais pas. Pour l'instant, Bouygues a toujours dit qu'il ne vendrait pas la partie Bouygues Télécom, même à 7 ou à 10 milliards. TF1, c'est le bébé de son père, et Bouygues Télécom, c'est son bébé à lui. Voilà. Alors, est-ce qu'il va les fusionner pour... Je ne sais pas. Ce matin, on a entendu Macron qui disait qu'il ne s'opposait pas, il trouvait ça, la fusion... Macron, il reste à manquer d'affaires. Dès qu'il y a une opération à faire, il dit qu'il est pour. Oui. Oui, comme la semaine dernière, il soumettait Alstom pour Bombardier. Oui, pour Bombardier. Donc, voilà. Bon, ça devient un homme d'affaires. Voilà, il veut appliquer ses méthodes. EDF, donc on a parlé d'Engie, EDF, ils ont relevé leur objectif de croissance au même moment où leur filiale Edison faisait une alerte sur ses résultats. J'ai un peu de mal, donc voilà. Je crois que c'est très politique. C'est que politique, voilà. Et donc voilà. Alors Air France, ils ont annoncé que ça allait mieux, alors qu'on avait l'image avec ces grèves, avec toute cette agitation, plus les attentats, que c'était totalement pourri. Oui, mais alors Air France, moi je n'achète pas Air France, à la rigueur j'achèterais plus, je dirais, du Ryanair. Moi j'aime bien Ryanair. Voilà, Ryanair qui arrive notamment sur Roissy. Voilà, qui arrive sur Roissy et qui a en plus une clientèle
low cost, mais low cost entreprise aussi, donc ça c'est pas mal. Oui, non plus, hein, ça, et je crois que la meilleure quand même, c'est EasyJet, Oui. voilà, qui capte très bien la croissance, je dirais, du middle class. Donc, si vous y alliez dans ce secteur-là. Alors, Accor, il nous surprend, hein, parce qu'il fait il annonce toutes les semaines une opération, celle-là, elle est grosse. Sur, Elle est très grosse, c'est un deal stratégique, mais cher payé à mon avis. C'est ça. Ce C'est qu'on surtout disait le là- marché. Hein, le marché, Oui, le mais marché l'a un peu sanctionné. On avait du accord et on l'a vendu au profit de Melia Hotel. Oui, et de TUI, on va dire. Voilà. Oui, On est présent exactement. dans le secteur quand même déjà. De toute Oui, façon. oui, donc, mais du coup, je trouve que c'est cher payé et je pense qu'il y aura un impact relatif quand même sur le bénéfice par action. Donc, les analystes le disent limité. On attend de voir. On attend de voir. Oui, et puis alors, au point de Accor est en train de capter, de s'installer aux États-Unis, là où ils n'étaient pas du tout présents. C'était leur point négatif. Sur l'hôtellerie de Il faut qu'ils luxe. se dépêchent, si le dollar monte, il faut qu'ils se dépêchent de s'installer. Sur l'hôtel de luxe, donc voilà. Alors Capgemini, qui est une de nos... Capgemini et Atos, c'est deux valeurs aussi vraiment structurantes du portefeuille. C'est une très on belle... on aime ces boîtes. On aime, je dirais, Capgemini a annoncé un bond de ses prises de commandes donc, au 3e trimestre, qui a été surtout marqué par la hausse de son chiffre d'affaires. Donc, et puis, Capgemini, c'est l'intégration de ICANN. Donc, Ouais, je sais pas, chaque fois qu'on regarde ce dossier, ou qu'on regarde Atos d'ailleurs, on se dit il faut en avoir. Oui, C'est mais Capgemini, voilà, dans nos prises de profit, on en avait 4% Oui, dans notre oui. fonds, on a vendu 2%. Là, on surveille justement quand les marchés baissent comme ça, c'est peut-être acheter des belles valeurs à la C'est-à-dire- casse, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Oui, mais Voilà. dans le stock picking, c'est comme on avait des idées fortes, avec des poids très forts par rapport à notre benchmark. C'est là où, dans le stock picking, on va réajuster. Voilà. Et quand on a des craintes sur le marché, on va réajuster certains poids, donc pour être moins pénalisé par rapport à notre benchmark. Bon, alors il y a un sujet qui, moi, me préoccupe, ce sont les banques. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir du potentiel dans les banques. Je vois pas beaucoup de risques non plus, mais je vois pas beaucoup de potentiel. Il faut qu'elles fassent moins d'activité, c'est parce qu'elles ont failli faire sauter la planète il y a 10 ans. Il va y avoir quand même une petite remontée des taux d'intérêt. Il ne faut pas qu'elles filtrent trop sur les marchés. Les taux d'intérêt réels sont aujourd'hui négatifs. Oui. Et ça, c'est pas nécessairement très facile à gérer. Et c'est impossible à gérer pour ces boîtes-là. Je pense que les risques sont éliminés pour beaucoup d'entre elles, peut-être pas quelques Espagnols ou quelques Portugaises, j'en sais rien, peut-être même quelques Italiens. Je vois pas le potentiel, c'est ça. J'ai du mal sur le leader qui est BNP, sur la Générale et le Crédit Agricole qui sont plus des outsiders chez nous. Vous ne voyez pas le potentiel parce que vous êtes comme tous les analystes qui ne voient pas de potentiel dans les bancaires. C'est surtout ça. Donc nous, c'est vrai qu'on a un poids non négligeable. Voilà, on en a pas mal. C'est ça pas mal, mais il ne faut pas oublier qu'on a un poids non négligeable sur l'assurance avec Allianz et ça, Scorc qui nous défend. Voilà, voilà. Ça me rassure beaucoup. Ça me rassure beaucoup. Je reconnais ce point-là, mais bon, je pense que comme on parle de repentification de la courbe des taux, d'ici 2016, je pense que c'est pas le moment d'en sortir. Et puis, alors qu'aux États-Unis, avec la hausse des taux, ils vont peut-être s'aplatir au contraire, la fameuse courbe. Hein. Non, Paul. La courbe, oui. Peut-être ça veut dire que les taux à long terme vont se rapprocher des courbes. Tout à fait. Mais d'ailleurs, la partie la plus compliquée à comprendre sur ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est de voir que finalement, les taux sont remontés, mais ils ne sont remontés que de 1%. Voilà. Sur la partie 10 ans. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'aplatissement, parce qu'ils n'anticipent pas. La hausse des taux courts ne se mettra que atténuée sur les taux longs. Donc, question. Le consommateur allemand, c'est quand même la surprise. Si on cherche les bonnes surprises, il faut quand même qu'il y en ait même quand la bourse baisse. Alors, comment on le joue? Donc, on a de plus en plus de valeurs allemandes. Donc, du coup... on a donc du T8 qui est... Oui. Qui est d'abord européen, un peu américain, on va dire. Et puis, on a du Rheinmetall également, donc pour le secteur de la défense, donc du coup, qui est un équipementier automobile. Donc, et puis, on a vu cette semaine Volkswagen. Bon, on n'a pas de Volkswagen, mais je dirais l'annonce sur leur voiture, qu'en définitive, c'était pas 800 000. Ça va un peu mieux voilà. si ça allait plus mal, comme on dit. Oui, donc, c'est-à-dire c'est bien la politique allemande, donc pour bien se défendre vis-à-vis du consommateur. Donc ça ne concerne que 36 000... C'est le sujet que je mettrais bien à l'étude. Voir, mais on a le temps, puisque la semaine prochaine, on fera probablement un bilan annuel en début d'année, d'étudier comment on est sur le consommateur allemand.
Donc voilà. Oui, c'est une bonne idée. Mais Voilà. sur le plan macroéconomique, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la consommation va mieux, les indicateurs avancés vont mieux, et peut-être que c'est aussi l'impact des migrants. Oui, il y a les migrants, il y a le aussi, plein hein, emploi. quand même. Il y a deux choses. Donc, il y a une sorte de plein emploi et il y a un afflux de population, même si c'est une population à faible niveau de vie, mais c'est L'objectif de Mme Merkel était clairement, en posant un SMIC qui n'existait pas, finalement, dans cette partie de son mandat, de faire en sorte qu'il y ait une augmentation des salaires. Oui, et donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra jouer. Oui. Rien de plus? Non, je pense que dans le stock picking, il faut chercher des valeurs de qualité et pas très chères. Surtout quand les marchés baissent comme voilà, ça. Pas et très cher. On est à l'affût. On est à l'affût. La semaine prochaine, donc pour la dernière mission de l'année, où on essaiera de dresser un point avant d'attaquer 2016. Rendez-vous la semaine prochaine.